Une fois encore, bonsoir à tous. Le 28 avril prochain, le peuple béninois se rend aux urnes pour élire les prochains députés devant siéger à l'Assemblée nationale. Et l'heure est au dépôt des dossiers de candidature par les candidats à ce scrutin. Qui peut être candidat pour ces législatives et quels sont les critères et conditions à remplir pour l'être? Voilà autant de questions qui nous intéressent ce soir dans Boulevard des Opinions. Et pour en débattre, ils sont déjà en studio avec moi ce soir. Vigile Avancé, bonsoir. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Saturne Djossou, bonsoir. Bonsoir Patrice Savala à toutes et à tous, bonsoir. Joël Tobé également dans ce studio, bonsoir. Bonsoir à vous, Patrice Savala, bonsoir à toutes et à tous. Et je lance à tout hasard cette question à vous trois. Qui est candidat parmi vous pour ces législatives du 28 avril prochain? Qui prend la balle? Moi, je suis pas candidat. Pourquoi voulez-vous que nous révélions nos stratégies sur le plateau? Vous les avez écoutées? Voulez-vous que quand on ira demander notre quitus fiscal, qu'on nous complique la tâche? Ah bon? Dans ceux qui déclarent leur candidature, on leur complique la tâche. Je suis candidat à ce plateau. Voilà. Joël Tobé, vous? C'est pourquoi je suis là. Non mais, candidat... On vous a choisi chez vous pour représenter la population. Bon, moi je suis choisi depuis pour représenter ma famille. C'est également une candidature que j'ai honorée. Tous les jours que Dieu fait, je suis candidat à beaucoup de choses. Je suis candidat à la vie. Et donc, tous les jours, je gagne ce combat. Ça me suffit déjà. Vigila français à Vrancourt. Non, vous êtes le choix de ce parti-là dont je ne voudrais pas nommer ici. Non, je n'ai pas encore fait ce choix. C'est possible, une carrière politique, je ne sais pas. Mais pour l'instant, je suis appelé à autre chose. Voilà. Pour l'instant, vous l'avez constaté, chers amis au bout du fil, chers amis qui nous écoutez, en ce moment, ils ne sont pas des candidats pour ces législatives. Et bien, pour affronter ces élections et décrocher un des 83 sièges du Parlement, il faut bien réunir 11 pièces, les unes plus importantes que les autres. Et à cela s'ajoute la mise en conformité des partis politiques, comme demandé par la Commission électorale nationale autonome Sénat, l'institution qui a en charge l'organisation matérielle de cette élection. Un communiqué qui est publié ce mardi 5 février 2019. Et du 21 au 26 février 2019, les dossiers de candidature sont attendus au niveau de cette Commission électorale nationale autonome Sénat. L'une des pièces, j'avais annoncé 11, Saturne Djossou. Et bien entendu, il faut avoir une photocopie légalisée de la carte d'électeur pour être candidat. Et aussi bien les titulaires que les suppléants doivent avoir la photocopie légalisée de leur carte d'électeur. Et vous n'aurez rien inventé, ce sont ces pièces que stipule la loi, d'ailleurs le code électoral. Je suis en train d'aller au niveau de son article 45, oui. Parce que c'est à ce niveau, non, pas à l'article 45, je recherche l'article qui nous permettra 44 d'avoir les précisions sur les pièces à fournir. Ce n'est non plus l'article 44, ça va être les articles suivants, précisément l'article 46 qui parle de la déclaration de candidature qui doit comporter les noms et prénoms, profession, date et lieu de naissance et adresse complète du ou des candidats. Elle doit être accompagnée de, et oui. C'est là qu'on commence par lister, une quittance de versement au trésor public du cautionnement prévu pour l'élection concernée, un certificat de nationalité, un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un extrait d'acte de naissance ou toute pièce en tenant lieu, un certificat de résidence, un quitus fiscal des 3 dernières années précédant l'année de l'élection attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts. En outre, la déclaration de candidature doit mentionner la dénomination ou le logo du candidat. Elle est aussi accompagnée d'un spécimen de l'emblème. Un récépissé provisoire comportant le numéro d'enregistrement est délivré immédiatement au déclarant. Aucun ajout de pièces, aucun ajout ni suppression de nom et aucune modification ne peut se faire après dépôt, sauf en cas de décès lorsqu'il s'agit d'un scrutin de liste. Le récépissé définitif est délivré par la Commission électorale nationale autonome après vérification de la conformité des pièces et contrôle de la recevabilité de la candidature. Je m'en arrête là, comme pour dire que ce que vous mentionnez tout à l'heure, vous ne l'avez pas inventé. C'est mentionné
dans l'article 45 du Code électoral. L'article 46. L'article, oui, 46, pardon, autant pour moi, du Code électoral. Mais à cela s'ajoute désormais une pièce. On aura le temps de l'aborder. Oui, et donc, Joël Togbé, il faut que les candidats aient leur carte d'électeur, photocopier cette carte d'électeur, eux et leurs suppléants, qu'ils doivent déposer donc au niveau de la Sénat, au nombre de pièces à fournir pour participer à ce scrutin législatif du 28 avril prochain. Non, mais ce n'est pas une invention. Même dans l'ancien code électoral, si vous n'êtes pas électeur, vous ne pouvez pas être éligible. C'est une règle. Et puis, je pense que le Bénin ne fera pas l'exception. Pratiquement dans tous les pays du monde, il faut pouvoir honorer à ce statut, il faut pouvoir être parti à ce statut d'électeur avant de pouvoir prétendre diriger ou bien recueillir le suffrage de vos compatriotes. Et moi, je pense que c'est un raisonnement logique. C'est un principe logique qu'il faut encourager. Encourager parce que si vous aspirez, vous avez des idées à vendre, vous avez un projet, un programme à défendre, vous avez toute une vision à matérialiser pour impacter la vie de vos compatriotes, de vos concitoyens, il est de bon ton que ceux qui doivent prendre part au processus électoral puissent aller en étant déjà sur un même point de départ. C'est-à-dire que dans le processus électoral, les acteurs, vous les connaissez. Nous avons non seulement le peuple, la population qui est appelée à aller exprimer les suffrages, il y a également ceux-là qui se positionnent pour recueillir les suffrages, donc les candidats, et nous avons les institutions qui sont habilitées à l'organiser et à en garantir la transparence, la crédibilité pour pouvoir frapper les résultats du saut, donc de la légitimité et tout ce que vous savez. Il se fait que tout le monde dans un pays doit pouvoir jouir de ce droit. C'est un droit civique, comme on le dit, c'est les droits civils et tout, ce que vous savez. Et donc, je pense que ce n'est pas une innovation, c'était déjà inscrit dans le code électoral depuis donc des années, et les candidats le savent. Donc, pour moi, le débat ne se pose pas. Habituellement, ils savent que pour se présenter, il faut pouvoir justifier de ce que il est électeur, que les candidats soient donc des électeurs déjà avertis. Maintenant, si au cours des opérations d'actualisation de la liste électorale permanente informatisée, l'EPI, version 2018, les candidats qui ont la prétention de briguer ce mandat, de jouir des avantages de la fonction de député, ont trop dormi ou bien ont été un peu somnolents, n'ont pas pris les taureaux par les cornes, comme on le dit, et ne se retrouvent pas actuellement en possession de cette pièce essentielle devant leur permettre aujourd'hui d'acter leur candidature. Ça voudra dire que ils auront le duplicata au niveau de la Sénat. Mais encore que là, il faut déjà que ces candidats, la candidature au sein des partis, ça commence déjà par là avant d'aller déposer les pièces au niveau de la Sénat. Et encore que là, il faut qu'ils puissent déjà remplir les formalités. Est-ce qu'ils ont été enrôlés à un moment donné? Vous savez qu'actuellement, il y a deux concepts qui sont en vogue dans l'espace politique. Oui. On parle de renouvellement du personnel politique ou de rajeunissement. Maintenant, si je me mets dans une posture où ce sont peut-être majoritairement, comme le chantent certains partis politiques depuis lors, des jeunes qui n'ont pas encore assumé des fonctions de parlementaire ni de maire, d'élu local simplement par le passé, et que ces jeunes-là actuellement n'ont pas cru devoir se manifester pour aller retirer leur carte à temps. Actuellement, le débat au sein des partis va se poser. Est-ce que, messieurs, vous avez votre carte d'électeur? Si vous ne l'avez pas, et que vous n'avez pas été enrôlé, et que vous n'avez même pas enclenché le processus pour prendre le duplicata, alors là, c'est pas encore trop tard. Tout comme nous risquons de mettre out, de voir ces candidats, ces prétendants-là être out, déjà à l'interne, parce qu'aucun parti sérieux, structuré, ne voudra présenter un candidat estropié. Et un candidat estropié, c'est un candidat qui n'a pas de carte d'électeur. Vigile avancée, aussi bien les candidats que les électeurs doivent avoir cette pièce qui leur
permet d'exprimer leur vote. Non, comme Joël l'a rappelé, c'est un principe basique et puisque vous semblez, je sais bien que vous comprenez, Patrice Zavala, puisque vous semblez ne pas comprendre, je vous amène à l'échelle d'une classe. La troisième A, pour prendre cet exemple, les élèves qui sont en troisième A, c'est eux qui doivent choisir leur responsable de classe et donc c'est parmi eux. Est-ce que vous entendez que, oui, qu'on soit électeur, mais pas éligible, ou plutôt qu'on soit éligible, mais pas électeur. Vous savez qu'on soit éligible, mais pas électeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut aller trouver un élève de la terminale B, de la troisième B, de n'importe quelle autre classe, n'est-ce pas, pour venir être responsable dans cette classe. Ça ne pourrait pas marcher. Donc, il faut déjà être membre de cette classe-là, n'est-ce pas, avant de prétendre diriger les autres. Pour ramener les choses aussi simples, c'est ce qu'on va dire. Les autres critères, vous comprenez qu'il ne faut pas se mettre du pays, il faut remplir aussi d'autres conditions comme l'a cité, on l'a indiqué dans l'article. On va y revenir tout à l'heure. Mais la carte d'électeur, disons, c'est l'élément physique qui prouve que vous êtes sur la liste électorale. On aurait pu, mais ça, ce n'est pas la discussion de tout le monde non plus, demander peut-être que vous photocopiez la page où vous êtes sur la liste électorale. Oui. On aurait pu demander ça, mais la carte, c'est plus simple. Et ça, tous les renseignements, s'il faut aller vérifier si vous y êtes vraiment, on peut le faire plus facilement. C'est aussi simple de mon point de vue. Et vous savez qu'il y a certains qui crient derrière les candidats, mais ils n'ont pas leur carte d'électeur pour exprimer leur vote le jour du scrutin. Ah oui, ça a toujours été comme ça. On dit la foule n'est pas forcément une foule d'électeurs. Et donc, les politiciens en sont conscients, mais ils savent que dans la propagande, n'est-ce pas, en campagne électorale, dans la propagande, ils ont besoin de foule. On a l'impression, dans l'entendement comme ça, qui traîne de foule à tout le monde, avec lui. Voilà, là où tout le monde va, c'est là où le vent va. Saturne Diossou, l'autre point des pièces à fournir au niveau de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour être éligible et pour être candidat à ce scrutin du 28 avril prochain, c'est la quittance de versement au trésor public du cautionnement d'un montant de 300 000 francs CFA par candidat titulaire, soit un total de 249 millions de francs CFA par liste de candidature. Apparemment, vous voulez qu'on parcourt pièce après pièce ce qu'il faut déposer à la Sénat. Oui, tout le monde, ça c'est ce qui est sûr de tout le monde. Aucun candidat ne saurait. Dans un pays où aujourd'hui tout le monde dit que rien ne va. Ce n'est pas aujourd'hui, on va faire le débat du montant à verser. C'est pas d'aujourd'hui. Ils sont avertis. C'est lorsque le code électoral était sur la table de députés que ça avait suscité débat. Ceux qui portaient le projet ont été jusqu'au boutiste. Je crois qu'ils avaient à l'époque ramené, ce n'était pas ce qui était proposé dans le projet, 249 millions par liste, c'est pas ce qui était proposé au départ, c'est à l'Assemblée nationale qu'ils ont dû faire les calculs, ils ont ramené le montant de la caution à 249 millions, tutoyant ainsi les 250 millions qui sont demandés à celui qui sera candidat à une élection présidentielle. Une fois cette étape passée, une fois la loi votée, une fois la loi déclarée conforme à la Constitution, une fois la loi promulguée, je pense qu'on a vidé le débat du montant, que ce soit trop élevé ou trop bas. On a vidé ce débat. S'il y en a qui ne sont pas contents et qui souhaitent aller à l'Assemblée nationale pour ramener les postes de candidature à des Béninois qui n'auraient pas la possibilité de financer, de payer 249 000 s'ils se décidaient à financer une liste, ou les Béninois qui n'auraient pas la possibilité de payer 3 millions pour donc faire l'addition et avoir les 249 millions. S'il y en a qui ne sont donc pas contents, il faut qu'ils se lancent dans la compétition, qu'ils aillent à l'Assemblée nationale, qu'ils trouvent avec eux des voix qui leur permettront de proposer une autre loi qui viendrait corriger... À quel moment du scrutin? Mais pas maintenant, les législatives prochaines sont à consommer avec cette caution-là. Content ou pas content? Content ou pas content, ce serait content, content quand même. Dès que vous décidez à vous lancer dans la compétition. Donc ce n'est qu'après ces législatives qu'au niveau de la prochaine législature, les députés qui ne seraient pas d'accord, qui voudraient revenir là-dessus, trouveront entre eux le nombre de voix nécessaires pour faire
une proposition qu'ils déposeront sur la table, qui sera étudiée si ça arrivait à passer à l'hémicycle, et si ça arrivait à passer également l'étape de la Cour constitutionnelle, c'est que c'est fini. On saura le montant qu'ils auraient donc décidé à la place, en tout cas pour qu'on aille aux élections législatives. Pour le moment, on le sait. 249 millions par liste, et ça fait partie des choses que Emmanuel Tiando, Geneviève Bokonadjo et les autres auront à vérifier avant de dire oui, votre dossier est recevable. Joël Toubé, en allant dans ce sens, les honorables députés de cette 7e législature avaient estimé que ce sont les partis politiques qui plutôt cotisent à la place des candidats. Aujourd'hui, est-ce que on pourrait vérifier si c'est effectivement ces partis politiques, encore qu'on n'a pas encore la configuration effective politique de notre pays? Non, c'est évident que nous sommes dans une phase d'expérimentation de ce code électoral qui a été voté il y a, si mes souvenirs sont bons, il y a seulement 6 mois à peine, pratiquement 6 mois déjà. 7 mois bientôt, bon, en tout cas à l'approche des élections. Voilà. Ouais. Alors, nous sommes donc à une phase expérimentale de ce code électoral qui a été voté dans un contexte de polémique où la majorité a fait passer cette loi au moment où les députés de la minorité marquaient leur désaccord par rapport à un certain nombre d'articles qui ont été introduits dans ce code électoral. Donc, le débat, comme Satunel le disait, le débat, il est vidé. Et les partis politiques actuellement qui veulent se lancer dans cette compétition électorale savent désormais qu'il faut aller verser les 249 millions de francs CFA pour pouvoir se voir délivrer la quittance finalement, ou bien se voir accepté par la Sénat. Sans le paiement de la caution, vous êtes également out. Et le débat aujourd'hui au sein des partis, pour les partis qui sont engagés dans cette compétition électorale du 28 avril prochain, vous voyez, quand vous voyez un peu le discours, la structuration de leur discours, ce n'est plus où est-ce que nous allons trouver les 3 millions par candidat ou bien les 249 millions. Aujourd'hui, pour les partis politiques, c'est-à-dire que chacun se bat pour aller convaincre les électeurs. Parce qu'on est sûr déjà que en amont, que les fonds, les 249 millions dont on parle, seront versés. Maintenant, la question qu'il faut se poser plutôt, c'est comment est-ce que nous sommes arrivés à ce niveau, à ce niveau donc, du débat, où des partis qui, bon, certainement, ont combattu le projet, ont combattu le code électoral, mais n'ont pas eu gain de cause. N'ont pas eu gain de cause. Finalement, que c'est promulgué et tout, on ne parle plus des sources de financement. Et c'est pourquoi, justement, on doit pouvoir être plus regardant. Parce que moi, je voudrais voir les partis quand même nous dire où est-ce qu'ils veulent aller puiser les sous. Les 249 millions, quand vous faites le point, je discutais avec un confrère dernièrement, qui disait que mais, si nous avons même 4, 5, 10 listes, mais ça fait 249 millions fois 10, on peut prendre l'argent et aller faire des forages aux populations qui souffrent encore de l'eau potable dans des villages. Donc les partis politiques aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, et nous journalistes, les observateurs que nous sommes, les institutions également qui doivent contrôler les élections, on doit pouvoir interroger un peu les sources de financement de ces partis politiques-là. Parce qu'il y a eu des partis qui ont dit 249 millions, c'est trop. Les candidats qui devraient débourser toute une fortune avant de se faire positionner sur les listes, vous l'avez dit tout à l'heure, les gens crient à la fin dans le pays. Alors, où est-ce qu'on veut trouver tout cet argent? Les partis vont cotiser. Non, nous sommes dans un pays où il ne faut pas être naïf. Aucun militant d'un parti. Vous n'y croyez pas? Non, ce n'est pas une affaire de croyance. Il faut aller croire à l'église. Nous ne sommes pas à l'église, nous sommes dans l'espace politique. Les militants des partis politiques, en tout cas à l'état actuel, les militants considèrent les responsables des partis comme des assistants sociaux, comme des personnes qui se sont dotées d'une fortune, soit dans leur profession, soit dans le monde des affaires, et qui se sont donc rebuffés sur la politique. Et
c'est eux, ce sont ces responsables-là qui deviennent des assistants sociaux, qui deviennent la source vitale en termes de financement de leur parti. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Et c'est peut-être là où la réforme du système partisan a un peu péché, parce qu'on a réformé, oui, mais on n'a pas quand même réussi à déraciner le mal en profondeur. Aujourd'hui, c'est vrai, quand on dit 249 millions, et je sais que les militants à la base, les militants de Tianro Dandiakotomen, les militants de Avogbanan, les militants d'Adaon, les militants de Kalale, les militants de Djougou, je peux continuer par en citer. Combien sont ces militants aujourd'hui, dans un contexte d'austérité notoire, seront capables de pouvoir cotiser? Quand on enregistre même des gens dans les partis nouvellement créés et qu'on leur dit, voilà un peu le procédé par lequel vous pourriez faire votre adhésion au parti, vous devez vous acquitter de votre cotisation. Mais en leur état d'âme, les responsables qui tiennent ces discours, ils savent pertinemment que c'est un discours de forme, que les populations ne vont pas satisfaire à cette exigence-là. La preuve, on n'insiste pas sur ça. On insiste plutôt sur pour haranguer les foules, pour drainer donc du monde, pour quand même créer l'effet psychologique sur l'adversaire. Donc pour moi, la grosse question, encore une fois, sur laquelle il va falloir être regardant, et à la fois les OSC et la plateforme électorale qui suit un peu le processus électoral, la Cour suprême, puisque nous avons une Cour des comptes qui doit quand même regarder la Chambre des comptes. Je devance les faits. Peut-être que attendez la prochaine législature. Peut-être qu'à la faveur d'une révision de la Constitution, puisqu'on nous a chanté ça depuis Boni Yahi, qu'on nous crée une Cour des comptes pour qu'on puisse se voir clair. Maintenant, la Chambre des comptes à la Cour suprême devait également être regardante dans ce domaine-là pour qu'on puisse savoir où est-ce que ces partis sont allés puiser les sous, qui sont ceux qui ont effectivement financé, est-ce que ce sont des députés actuellement qui veulent se faire réélire qui ont déboursé les sous, est-ce que ces partis politiques-là ne sont pas allés contracter des accords de nuit avec des bailleurs suspects, avec des mécènes suspects? C'est de leur droit. Mais écoutez, je ne vais pas vous rappeler encore les sources de financement occulte qui a fait partie Kadhafi avec la France et tout. Ça commence par là. Quand on n'assainit pas déjà ce milieu-là, parce que des gens ont travaillé à ériger l'argent comme la norme en politique, à conférer un pouvoir fort à l'argent en politique, finalement, les partis obligés, étouffés, asphyxiés financièrement parce qu'ils ne pouvaient pas débourser les sous, sont obligés d'aller se prosterner la nuit avec des opérateurs économiques qui sont forts, avec des sources occultes. Il en existe encore. Et quand vous finissez par le faire, vous allez avoir des députés au Parlement, mais qui seront obligés d'être des instruments, des sujets qui seront asservis, qui seront soumis, qui seront donc à la solde de celui qui a financé. Parce qu'encore une fois là, celui qui finance toujours, il attend un retour. Ces députés, vous allez les voir, quand ils vont bénéficier de ces financements, ce sont des gens qui vont troquer leur pouvoir de vote à l'Assemblée contre de l'argent, et ils vont voter des lois pour favoriser l'opérateur qui est dans un secteur certainement, pour que les affaires continuent. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pourquoi il faut déjà déraciner le mal par la racine, en travaillant déjà à inviter les partis politiques à faire l'effort de ne pas tomber dans ce genre de contrat occulte pour ne pas être embrigadé une fois à l'Assemblée nationale. Vigile avancé, ajouté à 249 millions de francs CFA que doivent sortir les listes de partis politiques pour participer à ce scrutin. Il y a le quitus fiscal qui fait mention du paiement des 3 dernières années de l'impôt, attestant que le candidat est à jour du paiement de ses impôts vis-à-vis du Trésor. Non, en réalité... Et on n'oublie pas, Vigile avancé, les frais pour la campagne électorale. Non, en réalité, il ne devait pas avoir de problème qu'on exige, n'est-ce pas, de ceux qui prétendent nous diriger, qu'ils soient des exemples en matière de paiement d'impôts. Tout le problème, tout le débat a été que tout a été confié en les mains d'un administratif qui répond de qui on sait, d'un exécutif qui a aussi des intérêts, qui a aussi des partisans, n'est-ce pas,
et qui pourrait fausser le jeu, qui pourrait, pour des raisons qu'on sait, n'est-ce pas, délivrer ou ne pas délivrer à tort, n'est-ce pas, ce document, cette pièce à certains. Puisqu'on a dit qu'on peut l'avoir en ligne. Et justement, on peut l'avoir en ligne. La loi n'a jamais dit qu'on peut l'avoir en ligne. Le code électoral n'a jamais prescrit qu'il faut l'avoir en ligne. Et l'administration... Il n'a plus interdit qu'on puisse l'avoir également en ligne. Non, écoutez, ça veut dire qu'on peut nous dire qu'il faut aller prendre ça sur l'eau aussi. Si on nous dit, c'est pas interdit, non? Nous ne sommes pas un pays lacustre. Non, mais c'est des histoires. La loi a prévu qu'on ait le quitus et l'administration fiscale, on sait comment elle délivrait le quitus fiscal. Donc, si on ajoute d'autres conditions, si l'administration fiscale fixe d'autres conditions, ça devait être des conditions équitables pour permettre à tout le monde d'en avoir. Mais écoutez, ceux qui sont à Boukoumbe, moi j'ai fait ce jour à Tangueta, je sais qu'il n'est pas aisé, n'est-ce pas, d'avoir même le réseau de vous faire appeler facilement de là-bas. Comment vous voulez que celui qui est à Tangueta puisse, n'est-ce pas, prendre son quitus, avoir son quitus, ou n'a-t-il pas le droit, n'est-ce pas? Il va loin, mais là, ça monte. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous n'êtes pas obligé de dire ces choses-là. Ce n'est pas équitable. Vous voulez être candidat, mais préparez-vous pour être reçu. Mais il n'a pas une autre compétition en dehors de la compétition électorale. Vous n'allez pas me donner d'autres exercices à faire en attendant le vrai exercice. Ce n'est pas possible. Et ils n'ont pas tort. Ce n'est pas leur faute s'il n'y a pas la connexion Internet dans ces zones-là. Ce n'est pas leur problème. C'est l'administration qui aurait dû fixer des règles équitables. Et si on en rajoute, si on met cette règle-là par la suite, à la suite du code électoral, c'est un ajout. Il faut le concéder. C'est un ajout. Soit ce que vous ajoutez est vraiment pour faciliter la tâche, et on comprend. Mais si ce n'était pas l'état de lieu avant le vote et que vous acceptez, que vous le faites, ce n'est pas normal. Ça a été salué par le silence des acteurs politiques, à part la question qu'ils sont allés poser, n'est-ce pas, à la Sénat, à la direction des impôts. Je n'ai pas vu de mouvement. La preuve, peut-être qu'on va y revenir, puisque c'est une compétition, oui. Puisque tout le monde veut gagner, tout le monde joue sur tout, sur tous les tableaux. Perdant à une compétition. Gagner. Vous avez vu, il y a encore une autre condition qui est sortie de la Cour constitutionnelle. On parle désormais du certificat de conformité des partis politiques. Ça, ce n'est pas écrit dans le code électoral. Mais comme, regardez, depuis quand on a dit ça, ça fait 48 heures, rien ne bouge, personne ne dit rien. Ouais. Est-ce que c'est les journalistes qui vont promener leur micro pour aller les voir avant qu'ils ne daignent réagir, n'est-ce pas? Et ce sont des acteurs politiques, c'est eux qui prétendent nous diriger. Bon, voilà, on en est là. Saturnin Diossou de la Sénat, on a eu un communiqué ce mardi 5 février, un communiqué qui fait état de ce que les candidats doivent ajouter à ces 11 pièces à fournir un certificat de conformité aux dispositions de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis politiques en République du Bénin, certificat que doit délivrer le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique conformément au communiqué rendu public par la Sénat. Les spécialistes nous diront si la Cour constitutionnelle est habilitée à compléter les pièces qui existent déjà dans le code électoral. Quel spécialiste? Déjà au niveau de la Sénat. Quel spécialiste vous attendez sur ça? Ils peuvent justifier. Comment la Cour peut légiférer? Moi, je peux... La Cour est l'arbitre. Non. La Cour est l'arbitre, mais à partir des règles qui existent, la Cour n'invente pas ces règles. Non, on s'entend pas là-dessus? Oui, on s'entend. La Cour n'invente pas. C'est le Parlement qui légifère. La Cour pourrait interpréter les règles. Mais ça, c'est plus interpréter les règles, ça. Ajouter aux règles, inventer d'autres règles, c'est pas... Moi, je dis, je reste sur deux cas. Oui. Un premier qui m'amène à chercher à comprendre la Cour. Si on a une nouvelle charte des partis politiques qui est promulguée, qui est là, et qui donne 6 mois à des partis politiques pour qu'ils se mettent en conformité, les 6 mois qui vont, selon ce qui est dit, jusqu'en 18 mars 2019, oui. Qui est là. Si le délai de dépôt de candidature était après le 18 mars, on chercherait à savoir si les partis qui ont déposé leur liste sont conformes, ont fait la mise en conformité. La Sénat chercherait à le savoir, d'une manière ou d'une autre.
que la Cour demande qu'on dépose un récépissé ou pas, la Sénat ne va pas étudier les dossiers et donner le OK sans vérifier si le parti est conforme s'est conformé à la nouvelle charte des partis politiques. Maintenant, on a fixé un délai pour le dépôt des candidatures qui est ante la date, qui vient avant la date fixée des 6 mois, avant l'expiration des 6 mois donnés. Et la Cour va, parce qu'un citoyen ou des citoyens l'ont saisi pour dire que le président de la République a convoqué le corps électoral pour le 28 avril. Et dès que lui convoque le corps électoral pour le 28 avril, inutile de vous dire qu'il a déjà fixé la date du début de la campagne électorale. Inutile de vous dire qu'il a déjà fixé la date limite pour le dépôt des dossiers. Parce que tout ça, c'est tracé dans le code, dans le code électoral. Et fort de cela, puisque il a dit que les candidatures sont déposées 45 jours avant le début de la campagne électorale, nous sommes probablement le 28 février. Et consultez le délai que la Cour a fixé en disant... Le 21-26 février pour le dépôt des candidatures. Ça, c'est la Sénat qui dit ça. Mais oui, la Cour dit que les candidats qui n'auront pas, qui ne se seraient pas mis en conformité, les listes qui ne se seraient pas mises en, qui n'auraient pas été mises en conformité jusqu'au 28 février ne pourront pas. Vous voyez qu'il y a déjà un problème qui est là. Si entre-temps, la Sénat boucle le dépôt des dossiers pour le 26 février et que moi j'ai la possibilité d'avoir mon récépissé, mon certificat de mise en conformité le 27 février, cela voudra dire que la Sénat ne rouvrira plus la liste des candidatures, le dépôt des candidatures pour prendre la pièce que j'apporterai. Donc, bien que je sois en conformité, je serai écarté de ce scrutin. Le délai de clôture vient avant la date d'expiration, la date à laquelle je suis censé, en tout cas, tout le délai qu'on me donne pour avoir, que la Cour me donne pour l'avoir. Donc, d'une manière ou d'une autre, on pourrait comprendre la Cour. Mais, là où moi, je ne suis pas contre la Cour, c'est que je ne suis pas pour, pardon, la Cour, c'est qu'en lisant de façon... Non, mais ce qu'on devrait comprendre à la Cour, il faut d'abord expliquer ça. Mais c'est que la Cour déclare que vous devrez exister, vous devrez déjà vous conformer à la nouvelle charte des partis avoir politiques. une pièce légale qui l'atteste. La Cour doit dire ça au nom de quoi, alors que la charte et le code a prévu le délai transitoire de 3 mois et de 6 mois. Et on sait quand est-ce que ça s'arrête. Au nom de quoi vous dites qu'on peut comprendre? Je suis d'accord avec vous. Comprenez les postulats que j'adopte. Il a dit je suis dans deux cas. Non, si vous partez déjà sur de tels postulats, c'est que la fin va être... il faut laisser Saturnin finir et cette loi existait. Non, vous savez, moi, l'anomalie... S'il vous plaît, je souffre de ne pas devoir vous permettre de finir, mais quand vous dites parce ça, que vous avez l'institution un jour que vous devez consulter pour savoir si vous avez le droit de respirer l'oxygène. Nous sommes en train de faire des analyses. Ce sont des analyses que nous faisons. Nous sommes en train de faire des analyses. La Cour qui a dit jusqu'au 28 n'est pas sans savoir qu'il y avait une loi qui existait. C'est là déjà un problème. Est-ce que la Cour devait se conformer à la loi ou bien elle est au-dessus de la loi? Elle n'est pas au-dessus de la loi. Mais qu'est-ce que vous dites? Elle se conforme à la loi. Mais nous avons eu des cours qui se sont illustrés, même cette cour-là, la mandature qui est là, quand on dit une décision qui a été déclarée conforme par la Constitution, une loi qui a été déclarée conforme par la Constitution, quelque chose qui a été jugé, vous ne pouvez plus le reprendre. La Cour se permet de reprendre. Elle est dans l'anomalie. Elle continue dans ces anomalies. Et nous, on est obligé d'accepter. Non, moi je ne vous ai pas demandé d'accepter. Moi, vous comprenez. Je fais des analyses. Un premier donc, niveau, on le laisse finir, vigilamment. Un premier niveau d'anomalie, c'est déjà ça. De savoir que la loi dit que j'ai 6 mois. Que les 6 mois arrivent à l'expiration 18 mars. Et que parce que malgré cette précision de la loi, la Cour se fait plus royaliste que la loi, plus loyaliste si vous voulez, plus réglementaire, plus légal, plus légitime. C'est là-bas qu'on interprète la loi. Allez-y, ça va, vous ne trouverez pas le bon mot. Laissez-moi finir. La Cour se fait plus royale que la loi en disant, malgré ce que la loi dit, moi je ramène déjà au 28. C'est un premier niveau d'anomalie que les gens devraient pouvoir dénoncer. Lui le disait. Que les acteurs politiques sont restés insensibles à tout cela. Ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait. Soit. Je viens à mon niveau, je dis, je suppose, même si on disait que le délai de dépôt de dossier venait après ou le 19 mars, il va falloir que d'une manière ou d'une autre, la Sénat vérifie si vous avez fait la mise en conformité, que la Cour l'ait demandé ou pas. La Sénat le fera. Je suppose que maintenant la Cour demande, même si c'est dans cette anomalie que nous sommes en train de déplorer. Et je dis, là où j'aurais une raison supplémentaire de dire que si je fais ces concessions à la Cour constitutionnelle d'une part, de ce côté-là, je ne pourrais pas le faire. Pourquoi? C'est parce que dans la même loi, moins qu'elle ne se substitue à nouveau à la loi,
pour qu'on continue dans cette anomalie qu'on est en train de dénoncer sans être spécialiste de la question. Non, arrêtez. Quel spécialiste la Constitution est écrite. Non, mais vous savez que ce sont les sages de la Cour qui interprètent la loi. C'est vrai que chacun... C'est le français qui a écrit, oui, je suis d'accord. Il y a eu des précédents et pourtant, on a continué. Non, mais quand la Constitution dit qu'il faut avoir 40 ans, oui. Révolu qu'un jour, un spécialiste va vous dire non, même celui qui a 60 ans, il n'a pas encore 40 ans. Comme c'est le spécialiste qui a parlé, bon, ça passe. Une cour a déjà interprété ici en disant que si vous êtes... tout le monde a créé l'anomalie. Et si la cour ne revenait pas là-dessus? Non, mais arrêtez. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas... Permettez-moi de allons-y, avec sa tenue qui va finir. Vigile, vous allez prendre la parole. Là où je ne suis pas d'accord, quand la cour demande qu'on fournisse un certificat de mise en conformité aux dispositions de la loi 2018-23 du 17 septembre 2000 portant du chef des partis politiques, c'est qu'au niveau de cette même charte, il est dit précisément, au niveau de l'article 22, que, même ça existe déjà dans les anciennes dispositions, qu'il peut arriver, parce qu'il est dit dans la charte que vous disposez, quand vous déposez votre dossier, le ministère de l'Intérieur a 2 mois pour étudier le dossier. Oui. Dans les 2 mois, en tout cas, au bout de 2 mois, si le ministère ne délivre pas le récépissé, c'est que d'office, votre existence est actée. Légal. Dans ce cas, cela voudra dire que je n'ai pas un récépissé que le ministère de l'Intérieur m'a délivré. Mais parce que le délai de 2 mois donné dans la charte des partis politiques est arrivé à expiration, d'office, c'est que j'existe. Et à la Sénat, on ne me dira pas que parce que je n'ai pas présenté un récépissé que le ministère de l'Intérieur m'a délivré, je ne pourrai pas, on va rejeter ma liste. Cela voudra dire que la Cour constitutionnelle demande une pièce que la loi même a prévue, que la liste peut ne pas avoir, et quand même prévaloir de son existence légale. Et c'est là, en faisant mes postulats, en disant que même si je faisais toutes les autres concessions d'anomalie à la Cour constitutionnelle, à ce niveau, on ne saurait le concéder. Parce que qu'est-ce qu'on dira au parti? Si j'ai fait mon dépôt de liste pour la mise en conformité et que le délai est épuisé, et on ne m'a pas donné le récépissé. Vous avez vu ce qui s'est passé avec USL, avec FCBE, le nombre de mois qu'il a fallu avant que le ministère ne les appelle pour dire venez chercher votre récépissé. Cela voudra dire que si on constate une telle chose, des partis auraient existé, auraient fait le pas de la mise en conformité. Plus de 2 mois après, n'aurait pas le récépissé. Et la Sénat va dire, parce que vous n'avez pas présenté une pièce que la Cour qui se met à la place ou qui crée un autre alinéa dans la charte des partis ou bien dans le code électoral, parce que vous n'avez pas présenté cette pièce, on va rejeter votre liste. Nous serons dans quel pays en ce moment-là? Et c'est des risques, c'est des situations qu'on est en train de créer pour qu'on se retrouve en conflit. C'est pourquoi je dis, je peux faire d'autres concessions, mais même si en faisant ces concessions d'anomalie, il y a un niveau que la Cour n'est pas pardonnable. Vigile, puisque vous vous impatientez pour prendre la parole, est-ce qu'on pourrait dire aujourd'hui la date du 28 avril fixée par le Conseil des ministres pour ces élections est une date qu'on ne pourrait pas respecter vu tout ce qui se passe aujourd'hui, des décisions qui se prennent? C'est vrai que vous étiez en train de dire qu'au niveau de la Cour constitutionnelle, on semble créer d'autres articles dans cette disposition de la loi. Non, je ne m'impatiente pas de prendre la parole. Je n'ai même pas grand-chose à dire. Parce que quand c'est noir, il faut dire que c'est noir et dire et s'arrêter. Le déluge de démonstration ne changerait rien à la couleur. La Cour, de mon point de vue, n'est pas dans son rôle, n'est-ce pas, de réécrire le code électoral. Les choses sont déjà là, prescrites, et n'a qu'à regarder la conformité. On se conforme, tout simplement. Vous voyez les gymnastiques que fait Saturnet. Tantôt il parle de récépissé, tantôt il parle de certificat. Il y a quelques jours, la Sénat nous a, n'est-ce pas, présenté son calendrier. Oui. Et nous a par la suite cité les pièces à fournir si vous êtes candidat, n'est-ce pas? Et on sait tout ça. Et ce certificat n'y figurait pas parce que ne figurant pas dans le code électoral. La preuve, allez reprendre encore le document de la Sénat. Chaque fois qu'elle indiquait telle pièce, elle indiquait l'article. Et elle a été obligée, c'est tellement clair qu'elle a été obligée, n'est-ce pas, elle-même, de sortir un communiqué pour se conformer, pour s'aligner à la Cour constitutionnelle. Et c'est là tout le problème de mon point de vue. Que la Cour reste là-bas, invente 1000 articles qu'elle rajoute au code, c'est pas un problème encore. Mais c'est à l'arbitre, à l'institution devant organiser les élections, de ne pas s'aligner. Mais cet arbitre n'est pas juriste. Qu'est-ce que vous appelez cet arbitre n'est pas juriste?
Cet arbitre n'est pas, c'est du bois. L'arbitre n'est pas juriste. Il faut être spécialiste pour interpréter la loi. Au moins, c'est... Ah bon? Donc, le code électoral, là, c'est seulement pour les spécialistes. C'est pas pour les spécialistes, mais pour aller au fond de ces articles... Non, je vous en prie. On n'a pas... Mais on vous dit, voilà les pièces qu'il faut avoir. Donc, si vous n'êtes pas juriste, vous ne pouvez pas lire ça. Vous ne pouvez pas aller choisir les pièces, là. Normalement, on ne devrait avoir que 11 pièces à fournir au niveau de la Sénat pour être candidat. Et on rajoute maintenant le certificat de conformité. Et la Sénat se trouve obligé de dire... de s'y conformer. Comme la Cour a dit ça, communiquer. Je rattrape ce que j'avais envoyé comme pièce à faire là. Mettez aussi le certificat de conformité. Et qui délivre le certificat de conformité? Le ministre de l'Intérieur. Lui-même candidat ou probable candidat dans la 8e circonscription. Donc moi je pense tout le problème de mon point de vue, c'est ce silence des acteurs politiques, ce silence des opposants notamment autour de ça. Parce que, vous voyez, aujourd'hui c'est certificat, demain vous allez voir, on va encore sortir quelque chose et bon, chaque chapelle veut gagner du terrain. N'est-ce pas normal? Et donc on en est là et on va inventer. Finalement, je pense même qu'il faut qu'on parle un peu moins, quoi, parce que si ceux-là qui doivent pouvoir décider... Vous avez la prétention que c'est vous qui jouez le rôle qu'ils devaient jouer, mais je pense, politique. Absolument. Absolument. Regardez, ça fait quoi? Ça fait plus de 48 heures, mais rien ne bouge. Il n'y a rien en face. Mais jusque... Voyez, le code électoral, on a souvent parlé de cet article 242, que, encore une fois, la Constitution ou la Cour constitutionnelle, elle se pourra interpréter le moment venu. Dans quel sens, on ne sait pas. Donc, cette élection comporte tellement... C'est une élection expérimentale des nouveaux tests. C'est une élection à haut risque, disons. Et donc, moi, je pense qu'il faut déjà commencer par alerter. Il faut commencer par alerter sur ces genres d'anomalies-là, déjà, avant que peut-être on ne se retrouve dans une crise. Parce que quand on invente ces genres de choses, je crois que c'est le chemin balisé à une crise inévitable. Il faut déjà pouvoir alerter. Si, comme j'ai souvent l'habitude de dire, le vent roule, n'est-ce pas, et ne trouve rien sur son chemin, il est plus fort, il est plus gros, et il est plus menaçant. Donc c'est un peu l'image qui m'arrive à travers toutes ces choses-là qui s'en est encore. Une fois, je disais qu'il ne sert à rien de trop parler. Voilà. Mais vous avez parlé. Joël Togbe, est-ce que vous avez la prétention qu'aujourd'hui, les partis politiques observent un calme, un silence qui ne s'explique pas? Non, d'abord, revenant sur la décision de la Cour, moi j'ai toute une lecture autre que ce que démontre Vigile Larancet. Moi je pense plutôt que la Cour s'inscrit dans une logique de prévention parce que vous savez, la Cour ne rend pas, c'est une juridiction qui ne rend pas seulement la décision de la loi, elle a également une fonction de régulation. Et il est arrivé dans ce même pays que pour des cas d'incertitude notoire, que la Cour a été obligée de rappeler à l'ordre, même parfois au mépris des textes qui existent dans la République, de dire maintenant je suis obligé de vous rappeler à l'ordre parce que. Je vais vous donner seulement un exemple. Oui. Si nous sommes à l'Assemblée nationale et que les textes disent que pour élire le bureau de l'Assemblée nationale, il faut que le doyen ou bien la doyenne d'âge puisse convoquer les députés pour faire l'élection. Nouvellement élus. Voilà. Alors, et que, ça c'est le texte qui l'ont dit, et que pour des raisons politiques par exemple, cette personne-là qui devrait convoquer et faire exécuter donc la loi ne le fait pas. Et que le délai qui est imparti quand même pour vider cette formalité court vers l'expiration, que ferait la Cour? La question reste posée. La Cour serait obligée, parce qu'il y a un délai constitutionnel qu'elle doit respecter, parce qu'il y a des tests à respecter, elle serait donc obligée de dire qu'on peut faire l'élection avec quelqu'un d'autre que cette personne-là. Donc, la Cour, pour moi, est dans une logique de prévention, dans une logique de régulation. Régulation, pourquoi? Nous avons des partis politiques, tout est parti de
des décadences hein, que les députés qui ont voté ce code-là ont laissé fuiter dans le code électoral. Quand finalement on dit il y a 6 mois qu'on laisse aux partis politiques pour se conformer aux nouvelles dispositions de la charte des partis politiques, les délais sont précis. L'élection a lieu le 28 avril 2019. La clôture du dépôt des candidatures, des candidats des listes à la Sénat, c'est pour le 26 février. Le délai expire le 18 mars. Ça veut dire que théoriquement, comme les requérants ont eu à le démontrer, les partis peuvent présenter des listes, suivant même l'ancien code, toujours en vigueur, parce que le délai court toujours, peuvent déposer des listes à la Sénat. La Sénat n'aurait pas la possibilité de rejeter ces listes-là parce qu'il y a une loi qui crée la transition ayant donc un délai qui court toujours. Pour en savoir plus, nous allons recevoir, vous permettez qu'on reçoit un spécialiste du droit, Nouroudine Saka Saleh, qui est en ligne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, Nouroudine Saka Saleh, il y a cette disposition de la loi, l'article, non pas un article, mais ce communiqué de la Commission électorale nationale autonome, Sénat, qui fait obligation aux partis politiques de fournir au nombre de pièces pour participer à ce scrutin du 28 avril prochain le certificat de conformité, conformément aux dispositions de la loi 2018-23 du 17 septembre 2018. Et quelle explication vous donnez à cette disposition qui est intervenue encore dans les pièces à fournir, Nouroudine Saka Saleh? Alors, je commencerai d'abord par présenter mes excuses à Joël Tchogbe, que vous avez été obligé Oui, je lui ai arraché la parole. Je m'exprime. Donc, toutes mes excuses, Joël. Alors, je crois que vous vous rappelez qu'on avait eu ce débat-là en long et en large au cours d'une émission sur votre radio. Oui. Bon, la première chose, c'est d'abord de dire que la décision ne concerne que les partis qui sont en train de se mettre en conformité. Je ne sais pas si vous avez remarqué, elle ne concerne que les cas de mise en conformité. Donc je trouve déjà qu'il y a un petit problème à ce niveau. Pourquoi ça ne parle pas des partis nouvellement créés? C'est-à-dire les partis qui ne sont pas en situation de mise en conformité, mais en cours de création, qui eux ont l'obligation d'avoir le récépissé provisoire, d'accomplir une certaine diligence donnée de publication au journal officiel avant d'avoir le récépissé définitif. Et qui peuvent rester également dans le délai. Voilà. Maintenant, comme ça n'a pas été précisé, on peut critiquer la décision sur ce fait-là. Elle ne crée pas une situation uniforme pour toutes les situations des partis politiques. Ceux qui sont nouvellement créés, ils ont un régime particulier. Maintenant, je vous avais soufflé la dernière fois quand on était sur l'émission, sur ce débat-là en question, que les partis politiques n'avaient pas le délai de 6 mois que la loi autorisait pour la mise en conformité parce que justement l'élection intervenait, le dépôt des candidatures interviendrait avant la fin de la période qu'on va appeler la période transitoire du 16 mars. Oui. Maintenant, la question qu'il faut se poser, si l'élection avait été fixée par exemple au 14 avril, puisque l'article du code électoral qui dit que les élections doivent tenir, c'est dans le délai de 60 jours. Donc si le gouvernement avait appelé le corps électoral pour le 1er avril, ça fait qu'automatiquement, on serait aujourd'hui dans une situation où cette décision de la Cour constitutionnelle ne pourrait pas être respectée parce qu'elle impose des délais qui auraient déjà été dépassés. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Oui, allez-y. Maintenant, voilà. Là où la décision, moi, je la trouve incomplète, c'est parce que la diligence que doivent effectuer les partis est seulement de mettre leur parti en conformité. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qu'on peut demander aux partis politiques, c'est de déposer le dossier de mise en conformité selon les règles et les conditions précisées par l'article de la charte électorale. L'article transitoire, je pense, c'est l'article 55 ou 56. Ça veut dire que le parti qui a déposé son dossier de mise en conformité, est-ce qu'on peut lui reprocher le fait que le ministère de l'Intérieur n'ait pas répondu dans les délais ou à temps, ou que le ministère de l'Intérieur n'a pas été assez rapide dans le traitement de son dossier? Quand on vous dit que vous avez jusqu'à la date du 16 mars pour vous mettre en conformité, ça veut dire non pas qu'à la date du 16 mars, votre
déclaration de conformité doit avoir été apportée par le ministère de l'Intérieur, mais que vous, en tant que parti, vous êtes dans l'obligation d'entreprendre la démarche de mise en conformité conformément à la loi à la date du 16 mars. Donc, la décision de la Cour est incomplète dans le sens où elle aurait dû mettre une injonction au ministère de l'Intérieur de répondre dans des délais donnés. Elle ne l'a pas fait. Elle a seulement fait comme si c'est seulement de la décision des partis que dépend en fait la mise en conformité. Alors que c'est une autorisation administrative qui est demandée au ministère de l'Intérieur. Donc le fait que le ministère de l'Intérieur n'ait pas un délai contraignant pour répondre aux partis, je trouve que la décision est un peu unique et peut-être même cynique, dans le sens où, bon, c'est comme si ce sont les partis seuls qui ont l'obligation de s'arranger pour avoir leur certificat de conformité. Oui, très rapidement, le certificat de conformité, j'ai entendu les discussions que vous aviez eues. Le certificat de conformité n'existe nulle part dans la charte des partis politiques. Il n'existe nulle part. Mais non, c'est inventé, vous voulez dire? Non. La Cour a tout le loisir de sortir de son chapeau les termes qu'elle veut. Maintenant, puisque nous sommes dans un cas de mise en conformité, les partis ayant déjà un récépissé, ce n'est pas un nouveau récépissé qu'on va leur donner. Il faut juste attester, c'est une notification de conformité, que vous avez respecté les conditions de la mise en conformité, donc nous vous reconnaissons le statut de parti conforme à la nouvelle charte des partis politiques. C'est ce qu'on appelle en général un certificat ou une attestation. Donc dans ce cas-là, la responsabilité est beaucoup plus au niveau du ministère de l'Intérieur que des partis politiques. Moi, j'aurais compris qu'on mette l'injonction au niveau du ministère de l'Intérieur, puisque les partis, eux, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, tout ce qui était en leur devoir et en leur pouvoir pour se mettre en conformité. La décision maintenant de mise en conformité dépend de la décision du ministère de l'Intérieur. Donc à ce niveau, je trouve que la décision de la Cour était incomplète, mais la Sénat n'avait pas autre choix que de respecter ce qu'a dit la Cour, puisque les décisions de la Cour sont insusceptibles de recours et s'imposent au pouvoir public. Donc c'était la petite parenthèse. Oui. Voilà. Merci à vous, Nouroudine Sakassale, pour toutes ces précisions. Satine Diossou, malheureusement, nous sommes arrivés à la fin. Vous proposer qu'on revienne sur le sujet demain. En tout cas, Nouroudine Sakassale, vous pouvez toujours nous revenir demain, puisque ça reviendra encore au centre de nos préoccupations pour apporter toute la lumière qu'il faut à nos auditeurs. Merci en tout cas de nous avoir appelés pour apporter ces précisions. Merci à Joël Togbé, merci à Vigile Avancé, merci également à Saturne Diossou, merci à Edgar Nyakadia, lui qui a assuré la mise en onde de cette émission. L'autre numéro de Intégral, c'est demain jeudi, dès qu'il sonnera à 18h. Portez-vous bien.